Pardonnez-moi, intervenant, qui est Jean Jonassin, fièrement diplômé de l'UQAM, ça fait plusieurs jours qu'il nous en parle, en études littéraires et professeur à l'université de Syracuse aux États-Unis et qui va nous parler des impostures postcoloniales. J'ajoute à cela qu'il est fondateur de la revue Dérive, revue à laquelle j'ai eu le bonheur de participer en tant que collaboratrice pendant plusieurs années. Dérive, qui fut la première revue inter- et transculturelle au Québec. Et ceci, grâce au CELAT, j'ai réussi à retrouver mon grand ami, Jean Jonassin. Voilà, Jean. Merci Francine, c'est vraiment un bonheur d'être ici avec tous ces gens que je retrouve. Diane Lamoureux qui passait les tracks au Red Building, Shirley Simon, que j'ai connu à Spirale, Véhicule Presse, etc. Bon, bref, Richard Martel. Donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi d'être ici. Je vais essayer d'être bref pour parler des impostures postcoloniales. Je voudrais dédier ma communication, enfin, pas dédier, vraiment ils sont morts, mais je voudrais consacrer ma communication en mémoire de deux personnes qui ont beaucoup contribué à la francophonie en acte, qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. C'est M. Yves Dubé, des éditions Leméac, qui avait créé dans les années 1970 la collection Francophonie vivante, et aussi M. Antoine Nahaman, qui a été le cofondateur de Présence francophone, qui fut la première revue universitaire consacrée aux littératures francophones, et aussi le directeur des éditions Nahaman. Donc, il me semble que ce sont là des gens qui faisaient du postcolonialisme sans le savoir, ou du moins du postcolonialisme avant la lettre. Bon. Pour ma communication, j'ai fait circuler 5 pages, je crois, qui sont tirées de l'ouvrage de Robert Young, Postcolonialism, A Very Short Introduction. Donc, je vous demanderai, ceux qui sont plus portés sur l'original que sur la copie, de suivre les paragraphes que je vais dicter plutôt que ma traduction qui peut être boiteuse par endroits. Donc, pourquoi j'ai choisi Young plutôt que Ashcroft ou des gens qu'on citait autrefois? C'est parce qu'il me semble que Young est devenu la référence aujourd'hui dans les études postcoloniales, en tout cas aux États-Unis. Tous mes étudiants qui font leur PhD ont toujours une couple de citations de M. Young, comme on citait dans le temps Althusser ou, je ne sais pas, Lacan. Donc, c'est la référence obligée, il faut y passer. Donc, l'autre intérêt de ce texte de Young, son introduction, c'est que je crois qu'il donne une description, définition du postcolonialisme qui permet bien d'analyser les tenants et aboutissants de ce courant de pensée et de me permettre de montrer qu'il s'agit de recyclage du déjà dit, de vieilles doxas dont le monde français et francophone ont été les principaux générateurs. À cet effet, je vous demande de regarder un peu les 4e et 5e pages qui sont la bibliographie de Young, et vous verrez, aussi étrangement que ça puisse paraître, 33% des titres sont d'auteurs français francophones. On retrouve même Gilles Deleuze et Félix Guattari, dont Francine était amoureuse, il fut un temps. Je ne sais pas si tu les cites encore, mais comme des post-coloniaux, alors je me dis, bah, ça va, pourquoi pas. Donc, c'est vous dire à quel point que ce discours postcolonial anglo-américain est ancré originalement dans un corpus théorique français. Madame Beauvoir est citée. Il y a, et la référence ultime, bien sûr, c'est Frantz Fanon, à qui on consacre même une sous-section. Donc, c'est clair que l'origine de ce discours
est dans un corpus franco-français ou francophone, et c'est ce que je vais essayer de montrer, en remontant, si possible, jusqu'à la Révolution française, donc 1789. Alors, grosso modo, ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner quelques citations de l'introduction de Young, qui sert à décrire la posture postcoloniale, et une analyse en contrepoint qui souligne, qui démontre ce que j'appelle l'imposture postcoloniale, je dois préciser anglo-saxonne, parce que il faudrait éviter un malentendu, c'est-à-dire le risque de penser que je rejette globalement les soubassements idéologiques ou épistémologiques des études dites postcoloniales. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mon questionnement porte beaucoup plus sur cette idée généralement admise du peu d'intérêt français ou francophone au postcolonialisme, ce que d'autres appellent la réticence ou la résistance francophone aux études postcoloniales. Il y a eu un numéro inaugural de cette revue britannique qui s'appelle Francophone Postcolonial Studies ou quelque chose du genre. On avait demandé à des chercheurs de réfléchir sur cette réticence française francophone au postcolonialisme. Bon. Donc c'est une idée généralement répandue dans le monde anglophone et même dans le monde francophone qui voudrait nous faire croire que les chercheurs francophones, les intellectuels français et francophones ne se sont pas intéressés ou s'intéressent très peu aux études postcoloniales telles que le définissent les anglo-américains et les anglo-britanniques. Donc, moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que historiquement, ce discours, dans ses versions politiques ou théoriques, a de profondes racines françaises francophones. Mais aussi montrer que son expression littéraire prend également source dans un corpus de langue française, dont la grande part est en rapport étroit avec les Amériques. Donc, on me permettra d'être un peu narcissique, s'il faut le faire de temps en temps. Autrement, on n'enseignerait pas, parce que c'est un show. Mais cela implique bien sûr que sur le plan des études littéraires notamment, qu'on rejette l'hypothèse qui voudrait que les études postcoloniales sont strictement ou exclusivement quelque chose qui fait corps et suite aux Commonwealth Studies. Je pense que Simon Harel l'avait bien souligné hier, je crois, le rapport qui existe entre le Commonwealth Studies et les études postcoloniales. Mais plutôt de considérer le postcolonialisme comme des prises en charge dans des espaces du Nord et du Sud, des centres et des périphéries, d'un corpus de discours qui, à un niveau ou un autre, questionne dans la langue même du colonisateur l'entreprise coloniale et postcoloniale, ou plus adéquatement, comme on le dissecte dans la tradition française, l'entreprise de la colonisation, de la décolonisation, des indépendances et du néocolonialisme. En effet, ce que les anglo-américains et les anglo-britanniques tendent à nommer aujourd'hui postcolonialisme, de plus en plus se confond aux bonnes vieilles notions françaises, je devrais dire de langue française, de décolonisation et de néocolonisation. Cela dit, rentrons au cœur du débat et citons le paragraphe 3, que vous avez le document ici, c'est la première page de l'introduction de Young, qui répond à la première question, d'après lui, du postcolonialisme, à savoir comment pouvons-nous trouver... Ah oui, vous avez un problème parce que je suis trop sombre, ça c'est normal. Les caméras n'ont pas été pensées en fonction des gens comme moi. C'est un problème esthétique à étudier. Donc, comment pouvons-nous trouver une manière de parler du problème d'exclusion de ceux ou celles qui n'appartiennent pas au monde occidental dominant, ces marginaux, ces sans-voix? Donc, c'est ça la première question, selon Young, du postcolonialisme. Comment arriver à parler de ces gens? Alors,
il nous dit, toujours dans ce paragraphe 3, depuis le début des années 1980, donc on institue là quelque chose qui serait l'origine des études postcoloniales. Le postcolonialisme a développé un corps d'écrit qui essaie de déplacer la manière dominante de percevoir les relations entre les peuples occidentaux et non occidentaux et leur monde. Qu'est-ce que cela signifie selon Young? Il signifie tourner le monde à l'envers, il signifie regarder de l'autre côté du miroir, expérimenter comment les choses semblent différentes quand vous habitez à Bagdad ou au Bénin plutôt que Berlin ou Boston. Bon, fin de citation. Moi, j'essaie d'interpréter ça d'une façon très simple. Pour moi, il s'agit de renverser l'ordre des choses, d'établir de nouveaux rapports au monde, ce qui est, à mon humble avis, ce que Mme Sayen et moi, on faisait dans les bonnes années 70, après le Reed Building, c'est-à-dire à travers une revue qui s'appelait Dérive, dont le sous-titre était Québec Tiers-Monde, une nouvelle conjoncture culturelle. Je vais citer moi-même, votre humble serviteur, ce que j'avais écrit en septembre 1975 au Reed Building, d'ailleurs, la première version, réunion avec Jean-Pierre Durand, militant ML. On écrit ce petit texte dans une langue qui va vous ramener l'éthique d'une certaine époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas écrit ça dans la langue d'aujourd'hui, mais dans la langue de cette période où il fallait tout déconstruire, tout démonter. On était toujours en grève, donc on a écrit faire le pont, combler un vide, halte à l'étouffement des rapports nouveaux établis dans un contact, dans une relation non dominant-dominé, colonisateur-colonisé, vers dans l'interaction, hors tout champ conquistadorisant, une pratique d'échange entre tropiques différents, écrire, dessiner, filmer, transformer, le panoramique du zoom inserte, très vaste territoire dit sous-développé, entre guillemets sauvage, Afrique, Amérique latine, Caraïbes, Asie, projeté sur le grand ensemble Québec. Donc le projet c'était ça, c'est d'arriver à ce dialogue entre le Nord et le Sud. Donc projet qui était en tension et en contradiction avec le nationalisme québécois, ça c'est certain. Mais aussi en dialogue avec un certain discours nationaliste. Je tiens à le souligner, celui de Parti pris, de l'Hexagone, surtout de Gaston Miron, le magnifique, qui nous manque beaucoup. Et tant d'autres qui prend source, entre autres, dans les textes d'Aimé Césaire, comme le cahier d'un pays au retour natal, 1939, on est loin de 1980, le discours sur le colonialisme dont on a vu des extraits hier, je crois, c'était hier qu'on a vu ce film, de 1955, de Frantz Fanon, les damnés de la Terre, 1961, ça c'est du côté de la Caraïbe, mais du côté de l'Afrique du Nord, le fameux texte d'Albert Memmi, Portrait du colonisé suivi du portrait du colonisateur, publié en 1957, ouvrage qui sera repris en 1972, l'année même où j'arrive à Montréal, aux éditions de l'Étincelle qui se trouvait sur la rue Saint-Denis, qu'on appelait à l'époque le quartier latin, n'est-ce pas? On se rajeunit. Et avec un texte qui est une entrevue de Memmi qui s'appelle « Les Canadiens français sont-ils décolonisés ?» On ne parlait pas des Québécois à l'époque. On parlait des Canadiens français, sont-ils décolonisés? Nous sommes en 1972, 5 ans presque avant la prise du pouvoir du PQ. La rue Saint-Denis, c'est une rue de bombes avec des bars comme le Picasso, c'est vrai, je me souviens là maintenant. Il y avait aussi chez Jojo, et ça fumait à plein et ça buvait de la bière. Bon, mais sur cette rue, il se trouvait une maison d'édition qui s'appelle l'Étincelle, qui était tout proche aussi, qui était le lieu où se trouvait la revue Mémise. Tous ces gens-là allaient être dans le même bâtiment à un moment donné, Mémise, les éditions du jour avec VLB, Victor Lévy-Beaulieu comme directeur littéraire, les frères Hébert, etc. Donc tous ces gens-là, il y avait cette effervescence. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que bien qu'on avait un projet en 1975 qui était en contradiction avec le courant, je dirais, nationaliste québécois, mais on avait un dialogue constructif et formateur avec des gens comme Gaston Miron, Louis Geoffroy,
qui m'a initié à Samuel Beckett, certains musiciens de jazz comme John Coltrane, qu'il était Patrick Starham, pour ne citer que cela, mais sans vouloir faire une longue liste de gens que j'ai rencontrés dans ce pays, parce que j'ai eu le bonheur d'arriver au bon moment, il y a deux textes qui sont fondamentaux. J'ai parlé d'un il y a quelques minutes, Nègre blanc d'Amérique, autobiographie précoce d'un théoriste québécois, 1968, Pierre Vallière. L'autre, c'est Prochain épisode d'Hubert Aquin, 1965. Le premier texte, Aquin, écrit d'un exil européen. L'autre d'une prison américaine, si j'ai bonne mémoire. Mais Diane et moi, on a une discussion sur où a été écrit le texte, mais je crois que, Simon, c'était écrit à New York ou à Montréal? Non? C'était à New York. Moi, il me semble que c'était en prison à New York. Enfin, bref. Ce qui est important, c'est que ces deux textes dialoguent avec le tiers-monde dès leur ouverture. Aquin avec son fameux incipit. Et c'est assez étrange qu'il me semble qu'il n'y a pas un seul critique québécois qui s'est rendu compte de la valeur symbolique de l'incipit du texte d'Aquin. Quand Aquin écrit « Cuba coule à flot au-dessus du lac Léman », il fait référence directement à la révolution cubaine dans une sorte de déplacement métonymique où il prend, parce que tout le monde savait qu'Aquin buvait, alors il prend le Cuba Libre qui est la boisson, il le remplace par le Viva Cuba Libre de la révolution cubaine. Donc, ça, c'est un truc extrêmement important. Pour moi, Aquin, c'est un écrivain majeur qui a toujours dialogué avec le tiers-monde, que ce soit dans le prochain épisode, où il fait référence à la figure de Toussaint Louverture, mais aussi dans Trou de mémoire, où il introduit un écrivain africain et toute la problématique que ça comporte. Donc, Vallière, lui, ce qu'il fait, c'est encore plus intéressant. Il y a une entrevue de Aimé Césaire dans le film de Jean-Daniel Lafont, qui est maintenant un haut personnage important, où Césaire parle de cette réappropriation du mot nègre par les Québécois. C'est dans Aimé Césaire, chemin faisant, de Jean-Daniel Lafont, dont la narratrice est Michaëlle Jean, qui est l'épouse de M. Lafont, que vous avez entendu parler de cette histoire, sûrement. Donc, dans cette réappropriation du mot nègre, Vallière, je vais retourner à mes notes, du coup, par un oxymore qui est devenu célèbre, nègre blanc, situe la problématique nationale québécoise dans la foulée des décolonisations africaines et produit un des tout premiers textes de la deuxième moitié du XXe siècle qui va revisiter la notion de colonialisme, notamment dans ce que les latino-américains appellent le colonialismo interno, la colonisation interne. Bon. Donc, on a quelque chose qui est produit dans les prisons de New York, probablement peuplé de niggers, et qui est produit en langue française, qui, intuitivement, parce qu'il s'agit d'une autobiographie un peu bizarre, je dirais, je laisserai à Madame Diane le soin de nous parler de ses affaires politiques. Moi, ce n'est pas mon pain. Mais ce que je me souviens, c'est que ce texte de Vallière m'avait toujours interpellé dans le sens que je me dis, mais ce type-là, il prend quelque chose qui nous appartient. Mais ce quelque chose qu'il a pris qui nous appartenait, il l'a retransformé, comme Césaire a dit, et que la négritude est devenue une valeur universelle, et ça ne renvoie pas. 5 minutes? Oh, bon. J'ai même pas la moitié de fait. Bon, on va se couper. Alors, le deuxième principe, selon Young, du postcolonialisme, c'est le droit de tous les peuples au bien-être matériel et culturel. Bon, là, ici, il ne faut pas aller très loin. On renoue avec le principe premier de la Révolution française. Hein. Et ce principe de liberté pour tous et l'égalité des citoyens a été le moteur de la Révolution haïtienne en 1804, qu'on retrouve dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc, par ailleurs, et c'est là que ça devient intéressant, je vais rentrer chez mes amis anthropologues, Young, au 4e paragraphe de son texte,
nous dit que malgré tout, nous sommes dans un monde d'inégalité et que cette inégalité-là est fondée essentiellement sur la dichotomie Occident-non-Occident et qui se manifeste de manière encore plus forte dans l'opposition noir-blanc. Blanc versus non-blanc, qu'il a dit plutôt. Bon. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que Young ne s'est même pas rendu compte comment que ce discours du 19e siècle, de l'anthropologie du 19e siècle, est un discours français, essentiellement le conte de Gobineau, de l'inégalité, et c'est sur l'inégalité des races humaines, mais qui a eu une réponse au 19e siècle, une réponse très forte, extrêmement importante, qu'on a complètement gommée dans la littérature, dans la critique française. C'est celle de M. Anténor Furmin, citoyen haïtien, qui écrit un pavé qui s'appelle « De l'égalité des races humaines ». Maintenant, les Américains s'amusent à faire leur beurre avec ce livre, parce que c'est devenu la référence avec cet autre grand penseur du post-colonial qui s'appelle le baron de Vasté, secrétaire particulier du roi Christophe, qui avait écrit un livre extrêmement important, toujours au XIXe siècle. Là, on remonte à 1814, Le système colonial dévoilé, qui nous donne la structure rhétorique du texte de Fanon, notamment l'Algérie se dévoile et, plus particulièrement, guerre coloniale et troubles mentaux. Fanon reprend. On ne peut pas affirmer que Fanon aurait lu de Vasté. On ne le sait pas. Mais c'est que Fanon reprend le modèle que Vasté a développé pour dénoncer le système colonial français dans les Antilles. Et ces deux penseurs, et de Vasté et Firmin, non seulement ont dénoncé la barbarie européenne, notamment française, mais ils ont aussi montré que l'Afrique était un foyer de grande civilisation et de civilité. Donc, on est tout à fait, tout au début du XIXe siècle, dans un projet qu'on appellerait aujourd'hui postcolonial, mais que les tenants, les gourous du postcolonialisme veulent nier complètement. Bon, alors, il y a aussi le développement beaucoup plus intéressant au point de vue de l'action postcoloniale de M. Alexandre Pétion, président d'Haïti, qui donne armes, munitions et hommes à M. Simon Bolivar pour faire les indépendances latino-américaines avec la condition expresse qu'il y aura la libération complète, l'abolition complète de l'esclavage. Donc, c'est ce qui explique que le Brésil a été un État esclavagiste jusqu'au XXe siècle, alors qu'on trouve en Amérique latine des États qui ont aboli l'esclavage et qui a permis aussi la quasiment disparition des Noirs en Amérique latine. Donc, c'est que cet acte important d'abolition de l'esclavage a permis une intégration. Parce que Bolivar, dans ce grand texte qui s'appelle la Carta de Jamaica, texte qu'on devrait lire tous les postcoloniaux, développe déjà ce qui va être au cœur de la pensée de José Martí en 1892, qui a aussi visité Haïti, il faut le mettre entre parenthèses. Donc ce sont tous des Caribéens. Bolivar, c'est le Venezuela, Martí, le Cubain, qui va publier un texte fondamental qui s'appelle Nuestra América, où il va développer le principe du métissage. Et le principe à savoir que l'Amérique, c'est une Amérique métisse, et que cette idée complètement stupide d'une pureté quelque part raciale en Amérique, est à rejeter. Et c'est ce principe qui va fonder, au début du XXe siècle, les courants de la Harlem Renaissance, les courants indigénistes américains, de la Harlem Renaissance jusqu'à la créolité antillaise qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, mais on comprend que c'est une vieille affaire qui remonte au moins à 1920, pour ne pas dire depuis le 19e siècle, dans l'espace caraïbéen. Bon. 3 minutes? Bon. Même pas. Bon. Alors, je vais conclure. Pour conclure, moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que c'est attirer votre attention sur le fait que le discours postcolonial, c'est d'abord une étiquette, c'est un repackaging d'un certain nombre de données qui existent depuis au moins 1789, pour ne pas essayer d'irriter trop de personnes, et que c'est là ma thèse provocatrice,
c'est une façon pour les Anglo-Britanniques qui n'avaient pas pu participer au développement de la théorie dans les années 70, quand les Français étaient numéro 1 au niveau de la théorie. On parle de Barthes, Derrida, tous ces gens-là. Ça bougeait continuellement. Genet, toutes les grandes théories littéraires, Lacan, etc. Donc, Fanon. Donc, ils essaient de récupérer la mise par le point le plus faible qui est le coloniser. Donc, on récupère Fanon, qui a été publié par Maspero et Le Seuil, en disant quasiment ils ne sont pas français. Et ce qu'on fait maintenant, on nous revend ça en traduction anglaise comme étant une grande nouveauté, comme on est en train de nous vendre Balibar aujourd'hui comme une nouveauté, et on essaie de nous culpabiliser qu'il faudrait prendre ce train postcolonial. Bon, puisque j'ai pas beaucoup de temps, je t'avais dit, il faut me donner toute l'heure. Bon, ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire que le développement même du discours postcolonial contemporain, notamment dans le monde francophone, a pris naissance ici, dans un de ces bâtiments, à l'Université Laval, où enseignait M. Auguste Viat, d'origine suisse, qui a écrit sa somme qui s'appelle Histoire littéraire de l'Amérique française, et aussi à Montréal, avec des gens de la revue d'études françaises qui ont été les premiers à publier, par exemple, l'Ivoirien Kourouma. Donc, le complexe qu'on veut nous faire porter, comme qui dirait on ne s'est pas intéressé, c'est pas notre affaire, il faut suivre les Anglais, je crois qu'il faut dissocier ce problème d'étiquette des enjeux réels, c'est-à-dire de re-questionner probablement le discours colonial, le discours néocolonial, ce qu'on a toujours fait en langue française, et je vous remercie d'avoir pris trop de temps.